15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravi de vous présenter cette nouvelle émission aujourd'hui jusqu'à 16h30 avec mon invité, acteur, auteur, metteur en scène aux 5 Molières, avec à son actif le Cercle des Illusionnistes, Edmond, le porteur d'histoire, Intramuros, une histoire d'amour depuis adaptée au cinéma, ou encore l'adaptation du spectacle Les Producteurs de Mel Brooks pour lequel nous l'avions reçu. Alexis Michalik dévoile aujourd'hui sa dernière pièce, Passeport. C'est au Théâtre de la Renaissance. Nous en parlerons longuement en échange suivi de mon coup de cœur à 16h05, Lucie Valentine. L'occasion comme toujours de découvrir nos invités en direct sur Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour Alexis Michalik. Bonjour Cyrielle Sarah Cohen. Merci beaucoup d'être mon invité aujourd'hui. C'est un plaisir de vous revoir. J'ai gardé un très bon souvenir de la dernière fois où on vous avait reçu pour Les Producteurs. On en avait parlé longuement. Un très très beau spectacle qui a été, je crois, qui a connu un très grand succès. Oui, qui s'est très très bien passé. On est ravis de ça. Il y a eu 2 Molières, un pour Benoît Coden et un pour le spectacle en lui-même. Et puis on espère qu'il sera repris un jour. Qui sait ? Oh ben ça c'est sûr. En tout cas, moi j'y crois fortement. Merci beaucoup alors d'être mon invité aujourd'hui pour découvrir votre actualité évoquée, mais aussi, comme toujours dans cette émission, savoir qui vous êtes au-delà de ce que vous faites. Et je vais vous demander, pour ce faire, 3 mots pour vous décrire. 3 mots pour me décrire. Ah, c'est bien peu. 3 adjectifs, vous voulez dire, ou ce que vous, en règle générale, oui. Parce que sinon, je peux vous dire jeu de société, planche à voile et théâtre, ce serait pas mal. Jeu de société, planche à voile et théâtre. Je pense que c'est bien noté. On va voir si ça colle avec votre personnalité tout au long de cette émission. Je suis un peu dubitative sur les 2 premiers, mais reste à voir. Et alors, le début, toujours le début. Alexis Michalik, vous êtes né un 13 décembre 1982 à Paris. Vous avez grandi aux Abbesses, dans le 18e arrondissement. Vous êtes le fils d'un père artiste peintre d'origine polonaise et d'une mère britannique. On en avait parlé. Mais je ne sais pas quel genre d'enfance vous avez eu et quel genre de petit Alexis vous étiez. J'étais un peu un petit. J'étais très assidu à l'école. De ce point de vue-là, j'ai jamais posé de problème. Un peu premier de la classe, un peu tête à claque, je pense, du coup. Mais non, j'étais un petit garçon vraiment sympa. Je mettais les vêtements que ma mère me disait de mettre, etc. Puis après à l'adolescence, ça commençait à se gâter. Mais avant ça, j'étais chouette. Vous étiez chouette. Dans quel cadre vous diriez que vous avez grandi ? J'ai grandi à Paris, donc dans le 18e. Dans les années 80, les Abbesses, c'était pas tout à fait comme aujourd'hui. C'était beaucoup plus populaire. Aujourd'hui, c'est beaucoup de boutiques de créateurs, etc. À l'époque, c'était quand même un quartier assez populaire. Disons que j'ai grandi dans un environnement de classe moyenne, mais très, très heureusement, puisque nos parents étaient là et s'occupaient de nous, moi et mon frère. Et on était dans un 50 mètres carrés à Paris, à 4. Et voilà, on allait. Montmartre, c'était mon village. C'était assez chouette, quoi. J'étais à l'école Houdon dans la première ZEP de Paris, Intramuros. Donc c'était une école très populaire, très mixte, très multiculturelle, et c'était une chouette enfance. J'imagine en vous écoutant parler, Alexis Michalik, que ce côté justement multiculturel vous a inspiré. Bien sûr, ouais. Déjà, il m'a inspiré une vision de la société, puisque je pense que l'endroit où on grandit nous imprime fortement la vision qu'on a de la société, en tout cas française, si on a grandi en France. La mienne, c'est clairement la ligne 2 du métro entre Blanche et Barbès, donc c'est une société effectivement inclusive, multiculturelle, de diverses horizons, religions et origines qui cohabitent. Et j'ai eu la surprise un peu plus tard, en grandissant, de me dire mais en fait tout le monde n'a pas cette vision-là de la France, en fait. On va en parler longuement. Vous allez étudier au collège Jules Ferry, à Place Clichy. Place Clichy, et c'est là où vous faites vos premiers cours de théâtre. Ouais. Quel souvenir ? Je me souviens d'arriver en 6e au cours de théâtre. Ma mère m'avait dit allez, vas-y, tu verras, ça va être chouette. Et donc j'y suis allé. Et il montait la Conversation Sinfonietta de Jean Tardieu, qui est une pièce courte, une sorte d'opéra poétique. Et tous les rôles avaient déjà été distribués. Et j'arrive et la prof de français qui donnait les cours de théâtre me dit t'as qu'à prendre un crayon là et va faire le chef d'orchestre. Et donc je me suis retrouvé à faire le chef d'orchestre au premier jour de théâtre. Et je me suis éclaté. Et puis je faisais des impros, des sketchs, ça faisait rire les gens. Et je me suis dit mais en fait c'est ça que je veux faire.
C'est ça a dessiné l'avenir très tôt. Vous entrez au conservatoire du 19e arrondissement de Paris, vous passez le concours d'entrée au Conservatoire national d'art dramatique, mais vous le refusez. Oui, si ma mais mémoire à est l'époque, bonne. j'avais déjà commencé à travailler parce que j'ai trouvé un agent à 18 ans et je commençais déjà à faire des petits jobs de comédien, des tournages par-ci par-là et j'avais surtout eu la chance de faire ma première grande expérience théâtrale professionnelle qui était un Roméo et Juliette mis en scène par Irina Brouk à Chaillot et en tournée partout. Et suite à ça, effectivement, je suis rentré au Conservatoire national et je me suis dit, mais est-ce que j'ai vraiment envie d'y aller ? Est-ce que j'ai vraiment envie de passer 3 ans dans une école après avoir fait 1 an sur les planches ? Et donc, j'ai fait le choix de ne pas y aller, de signer une lettre et ça leur a permis de repêcher quelqu'un. C'est ça, vous avez peut-être sauvé quelqu'un. Est-ce que vous avez su qui c'était ? Oui. C'est vrai ? J'ai su qui c'était, ouais, je sais qui c'était qui a été repêché, mais j'en dirai pas plus. Ok, vous n'en dites pas plus. En tout cas, vous rentrez très tôt dans le vif du sujet. Et puis par la suite, un premier spectacle à 22 ans. On est au Festival Off d'Avignon dans une adaptation libre du mariage de Figaro intitulée Une folle journée avec votre première compagnie, Los Figaro. Ça me fait toujours rire. Quel souvenir vous avez de ces débuts-là ? Parce que concrètement, là, on est dans quelque chose qui vous appartient. C'est vraiment moi, je me destinais pas du tout à une carrière de metteur en scène ni d'auteur, encore moins. Mais j'aimais beaucoup le théâtre, j'aimais jouer et puis surtout après cette première expérience théâtrale en tant qu'acteur sur le Juliette et Roméo d'Irina Brouk, je me suis dit tiens, c'est hyper intéressant la mise en scène. Ça veut dire qu'on peut créer quelque chose à partir d'un texte classique et le revisiter entièrement. D'où Une folle journée, le mariage de Figaro, donc qu'on avait à la base prévu de jouer uniquement dans notre conservatoire municipal et puis on l'a joué dans un centre d'animation à la Jonquière, dans le 17e. Oh là là, Pas très, j'habitais très à loin. côté. Et Je vois très bien. voilà, le centre d'animation de la Jonquière, ça a été les premiers à nous Pas programmer. loin de la rue Legendre. Exactement. Ouais. Et pour nous, c'était déjà l'Eldorado. Et après ça, l'un de nos acteurs, Dan Ménache, qui aujourd'hui fait de la comédie musicale surtout, nous a dit mais pourquoi on l'amène pas à Avignon ? Et on a dit mais c'est quoi Avignon ? Et en fait on connaissait pas quoi. Et puis je suis allé voir Avignon, je suis allé découvrir le festival et je me suis dit c'est génial, faut absolument arriver là-bas. Donc et puis à l'époque il y avait pas trop internet, donc il nous a dit j'ai une pote qui y allait l'année dernière, je l'ai appelée, puis elle m'a donné le contact du théâtre et de fil en aiguille on s'est retrouvé au théâtre de la Condition des Soies en 2005 sans savoir dans quoi on mettait les pieds. Et là c'est là que ça a été vraiment la révolution pour moi, où je me suis rendu compte qu'il y avait cet espace de création dans lequel on pouvait amener nos spectacles et aller chercher les spectateurs, aller tracter des gens dans la rue et essayer de les intéresser et de leur donner envie de venir voir le spectacle. Et alors, vous avez été très malin, et je crois que c'est une assez grande fierté. Une place achetée, 2 places offertes. Ouais, tout le monde fait ça, mais ouais, une place achetée, une place offerte. On va pas non plus pousser. Oui, une place offerte, pardon, autant pour moi. Mais ouais, tout le monde fait un petit peu ça, vraiment dans les premières pour arriver à faire venir du public. Et puis voilà, on a envie d'une salle pleine, quoi. Mais surtout, moi, j'avais aucune idée que le théâtre pouvait être une économie, qu'on pouvait vivre du théâtre. C'est ça. Pour moi, j'y allais vraiment un peu. D'amour et d'eau fraîche, quoi, en me disant je gagnerai des sous en faisant acteur à la télé et puis à côté de ça je pourrais produire mes spectacles pour le plaisir. Et puis c'est petit à petit qu'on s'est rendu compte que non, il y avait vraiment moyen d'en vivre. On pouvait vendre des dates de spectacles, on pouvait être acheté, faire de la tournée, arriver à Paris et à partir de là je me suis dit moi je vais peut-être en faire un deuxième avec un peu moins de monde sur scène et puis un peu plus professionnel, et de spectacle en spectacle, d'année en année, finalement on s'est professionnalisé et c'est devenu mon métier. Vous dites on. Ouais. Alexis Michalik. Parce que j'aime pas être tout seul, moi. Je veux dire, j'ai besoin d'une troupe autour de moi, sinon je m'embête. Rien n'est aussi bien que si c'est partagé. Et dès le début, il y a eu cette notion de troupe, donc c'était Los Figaros au début, puisqu'on faisait des classiques revisités. Et puis à partir du Porteur d'Histoire, un peu plus tard, là, comme je commençais vraiment à écrire mes propres pièces, c'est devenu tout simplement mes pièces. C'était plus une compagnie, c'était produit, on était produit, mais je dis toujours on parce que c'est des aventures collectives. Et vous avez gardé les personnes avec qui vous avez commencé ? Ouais, quelques-uns en tout cas. J'ai bien sûr, quand ça se passe bien, Régis Vallée notamment, qui est mon meilleur ami et avec qui on a commencé notre premier spectacle. On a fait 7 spectacles ensemble. C'est lui qui jouait le Franz Lipkin, le nazi dans Les Producteurs la dernière fois. Bon, là dans Passeport, il n'y avait pas de rôle pour lui parce qu'il est un peu trop blanc. Oui. Et que Passeport, ça parle évidemment d'identité et de personnes racisées. Et donc, il n'y avait pas de rôle pour lui. J'ai dit désolé, ce sera pour la prochaine. Mais oui, bien sûr, quand ça se passe bien avec
avec un acteur, j'adore qu'on continue à travailler ensemble. Il y a aussi une certaine Juliette Azopardi aussi qui vous suit depuis un certain moment, Juliette je crois. Azopardi, c'est ma scénographe, donc c'est celle qui fait mes décors et on a commencé à travailler ensemble sur Edmond et puis ensuite on a enchaîné Edmond, les producteurs on l'a fait, Une histoire d'amour et là maintenant c'est Passeport, mais Marion Reutemann, ma costumière, elle est là depuis Le Porteur d'Histoire, donc ça fait plus de 10 ans qu'on travaille ensemble. Ouais, quand ça se passe bien, il n'y a pas de raison que ça s'arrête, quoi. Et vous dites depuis que ça se passe bien, j'ai envie de dire depuis 14 ans, vous enchaînez les succès avec d'abord, on l'a indiqué la dernière fois que l'on s'est vu, l'adaptation de Carmen Rock and Soul Opéra. C'était le deuxième acte de Carmen de Bizet, interprété par Julie Zenati, suivi de la pièce Le Cercle des Illusionnistes, Edmond, Le Porteur d'Histoire, Intramuros, Une histoire d'amour. Brièvement, vous avez délaissé le registre de la comédie et du drame pour l'adaptation du spectacle Les Producteurs de Mel Brooks qui a cartonné. Aujourd'hui, Passeport, qu'est-ce qui vous inspire ? Un peu tout. Je vais chercher un peu des sujets soit dans ma vie, mais bon, ça c'est assez rare parce que ma vie est pas très riche, ni faite de drame. Il faut quand même un peu de drame pour une histoire, pour une bonne histoire. Donc c'est plutôt dans la vie des autres. Je discute beaucoup avec les gens que je rencontre et parfois il va y avoir une idée qui va naître ou tout simplement en lisant, en se renseignant, en regardant, en suivant l'actu. Je suis toujours un peu curieux, un peu ouvert et un peu en train de dévorer du contenu. Et parfois il va y avoir une idée qui vient et puis elle va rester ou pas. Et en général, les bonnes idées, elles restent. Les bonnes idées, elles reviennent. On y repense. Et à un moment, la structure se construit et l'histoire est là. Vous dites que d'une manière générale, vous ne souhaitez pas écrire sur un thème et vous vous fondez plutôt sur une idée, une situation précise, voire une fin. Il me semble. Oui, c'est souvent la fin qui est le début pour moi, parce que je pense que la fin d'une histoire, c'est la raison pour laquelle on raconte cette histoire. Quand on termine un film, c'est la scène finale où le réalisateur dit voilà, c'est pour ça que je vous ai tenu en haleine pendant 1h30, c'était pour vous dire ça. C'est la morale, c'est la raison, quoi. Et donc moi en général, j'ai d'abord ma fin avant d'avoir le début. Et puis je remonte un peu comme un saumon et je construis ma structure et à partir de là, les dialogues vont arriver en dernier et ensuite les répétitions, et ensuite les acteurs, etc. C'est le début du process. Mais oui, l'idée de base, c'est souvent la fin. J'aime beaucoup l'histoire du saumon qui remonte à la surface. Il me semble que j'avais eu cet échange également avec Géraldine Danon. Ouais, c'est vrai. Qui le dit dans son film Flo, dans lequel vous êtes dans le rôle d'Olivier de Kersauzon. Absolument. Et je vous félicite parce que ce rôle vous collez très très bien à la peau. Je vous ai beaucoup aimé dans ce film-là. Aujourd'hui, 5 Molières, dont 3 en tant que metteur en scène, 2 en tant qu'auteur, sur 8 nominations. Vous êtes aujourd'hui à ce titre l'un des metteurs en scène les plus jeunes jamais récompensés. Est-ce que vous êtes fier de ça ? Est-ce que vous direz que c'est de la chance, du travail, de l'envie ? Oui, c'est un peu tout ça, mais après, en vrai, les récompenses, c'est super, hein, ça fait toujours du bien et ça fait du bien à l'ego, mais vraiment, moi, ma plus belle récompense et la raison pour laquelle je fais des spectacles, c'est pour le public et c'est pour avoir des gens dans la salle, quoi. Rien ne me rend plus heureux qu'une salle pleine. Et vraiment, c'est ça la victoire. Si je gagnais 3 Molières, mais que le spectacle s'était arrêté parce qu'il n'y avait pas de monde qui venait le voir, ça me déprimerait un peu quand même. Donc les Molières, c'est super et c'est un bonus et pour les gens qui font du théâtre privé, c'est une grosse aide aussi parce que c'est un label. Quand on a un spectacle en tournée par exemple et qu'il a gagné des Molières, les gens ils vont réserver plus facilement parce que c'est un peu le signe qu'il a été distingué, donc ça vaut la peine de le voir. Donc ça aide beaucoup un spectacle de gagner des Molières, faut vraiment le savoir, mais c'est pas l'essentiel. On vous souhaite en tout cas une même distinction pour votre dernière pièce Passeport, actuellement au Théâtre de la Renaissance, dont le texte est disponible chez Albin Michel. Est-ce qu'on peut considérer que c'est une pièce sur l'immigration ? Disons que à la base, c'est pas de là que je suis parti. Comme je vous disais, comme vous disiez tout à l'heure, je pars pas d'un thème. Donc je me suis pas dit tiens, je vais écrire une pièce sur l'immigration. Je me suis dit tiens, j'ai une bonne idée de fin et maintenant comment je raconte le reste. Et puis très vite, j'en suis arrivé à la conclusion qu'il fallait que cette pièce elle démarre dans la jungle de Calais, dans le camp de Calais en 2015, donc un camp de réfugiés démantelé depuis. Démantelé depuis. Et en 2015, il était au pic de sa fréquentation puisqu'il y avait entre 6 000 et 10 000 réfugiés qui voulaient tous passer en Angleterre, donc puisque c'est pour ça qu'ils se retrouvent à Calais. Et c'était évidemment un théâtre, une scène
terrible et passionnante. Donc c'est parti de là. Et puis après, j'ai commencé à me renseigner sur le sujet, d'abord sur Calais, sur les raisons de leur présence à Calais. J'ai appris beaucoup de choses en me renseignant, et puis sur l'immigration en général, dans le monde et en France en particulier, et puis sur l'identité, et a commencé à se dessiner cette idée de raconter une pièce effectivement qui suivrait le parcours de ces migrants, mais plus largement qui s'intéresserait à toutes les générations d'immigrés, de fils d'immigrés et de descendants d'immigrés, et comment est-ce que ça résonne avec leur identité et le fait de vivre en France et d'être descendant d'immigrés, donc visible, donc racisé. Et ainsi s'est dessiné Passeport. C'est ça. Il y a plusieurs sujets dans cette pièce. En effet, vous l'avez dit, la quête de l'identité, où on voit bien le personnage principal, si je peux dire ça comme ça, en quête de cette identité. Enfin, il y a deux personnages, donc c'est un peu compliqué de l'expliquer à nos auditeurs, mais... On va voir d'un côté le côté avec Issa, qui est un réfugié érythréen qui va tenter de s'intégrer en France, et de l'autre côté, il y a Lucas, un gendarme français, né à Mayotte, mais adopté par un couple de Calaisiens. Donc, ils sont un peu des deux côtés de la barrière, et donc on va un peu passer tout un spectre de personnages qui composent différentes étapes d'immigration. C'est ça. L'histoire principale, c'est Issa, donc ce réfugié érythréen qui est laissé pour mort dans la jungle de Calais après une agression où il est quasiment laissé pour mort. Il se réveille complètement amnésique avec pour seule mémoire son passeport, et on va donc suivre l'histoire de sa reconstruction et de son intégration. Dans Les Producteurs, Alexis Michalik, il y avait une phrase retenue dont je vous avais parlé la dernière fois: il y a bien plus en moi qu'il n'y a en moi. C'est vrai. Vous êtes fils d'immigrés non racisés, mais vous êtes passionné, on l'a vu en tout cas ces derniers jours, en tout cas moi, en venant voir cette pièce, par l'identité et les origines. Est-ce que ce sentiment justifie finalement quelque part le parti pris dans ce spectacle ? Oui, je pense que dans Les Producteurs, c'était une phrase évidemment un peu comique, mais dans Passeport, il y a un moment où le personnage dit je pars à la recherche de l'étranger qui sommeille en moi. Moi, effectivement, je pense qu'on vient tous d'un mélange et on a tous des origines diverses, et c'est très rare qu'on ait pour seule origine celle de notre ville de naissance, etc. Et de toute façon, un patrimoine génétique fort vient d'un brassage de population, donc c'est tout ce que je nous souhaite, nous, à l'espèce humaine. Mais oui, ça me passionne l'identité, et le fait de savoir d'où on vient me passionne. Moi, personnellement, en tant que fils d'immigrés invisibles, j'ai jamais eu à souffrir d'une quelconque stigmatisation, et je trouve ça injuste que moi, ça n'ait jamais été un sujet, alors qu'effectivement des amis à moi qui ont le même genre de parcours mais venant d'un autre pays et surtout ayant un épiderme un peu plus foncé se soient retrouvés dans des situations de racisme, de discrimination, etc., etc. Donc c'est un sujet qui m'a toujours tenu à cœur. Je me permets de dire qu'il y a aussi eu un livre en 2019 qui s'intitule Loin, un premier roman, un road movie vers l'Europe de l'Est où il y avait une quête des origines. Donc on est un peu dans une continuité. Ouais, c'est vrai. Très intéressant, très sourcé. Dans votre spectacle, on apprend beaucoup de choses, notamment que de nombreux migrants à Calais avaient la volonté de partir en Angleterre, sauf qu'on apprend que l'Angleterre paye la France pour ne pas que ce soit le cas, car ils n'en veulent pas. Donc ils sont obligés finalement de rester en France et de trouver les solutions, c'est-à-dire généralement travailler dans la restauration. Parce que ce sont la livraison de nourriture, les chantiers, enfin il y a quelques emplois. En fait, tous les emplois qui sont suffisamment peu payés pour que les seuls qui acceptent de faire ce genre d'emploi, c'est les immigrés, quoi. C'est les arrivants. Et c'est en ça aussi qu'on a besoin d'eux, pour avoir parlé avec beaucoup de restaurateurs qui m'ont confirmé qu'en effet, ce sont les seuls à vouloir obtenir ces jobs, et que ce serait tout à fait légitime du coup qu'ils soient naturalisés, en tout cas qu'ils aient le droit de rester en France. On apprend qu'avant d'avoir le droit d'asile, c'est très très long. Parfois un parcours du combattant pour avoir un statut de réfugié. On doit passer par la SPADA, la GUDA, l'OFI, la CADA, puis l'OFPRA. Des associations vous ont envoyé des réfugiés qui vous ont confirmé que le périple pour obtenir ce statut est en effet tout à fait fidèle à ce que vous dites. Bien sûr. C'était ce qui nous a le plus touché d'ailleurs, c'est que dans les premières représentations, avant d'accueillir un public payant, on a fait des filages publics et on a invité beaucoup d'assos, et effectivement ils ont ramené beaucoup de réfugiés avec eux, et tous ces réfugiés nous ont dit c'est exactement ma vie, c'est exactement ce qu'on a fait. Tout le travail, c'était de ne pas être trop pédagogique, trop didactique, et en même temps moi, au fur et à mesure que j'apprenais des choses sur les réfugiés, sur l'immigration,
j'avais envie de le raconter. Je me disais, mais c'est fou cette histoire par exemple, d'apprendre que avec les accords de Dublin, quand les réfugiés arrivent en Europe et qui rentrent dans un pays d'Europe, si on prend leurs empreintes, ils sont condamnés à demander l'asile dans ce pays-là. Donc s'ils arrivent en Italie, ils doivent rester en Italie. Et s'ils se font choper en France alors qu'ils essaient de passer en Angleterre, on les renvoie en Italie. Donc ils se brûlent les doigts. À Calais, les réfugiés se brûlent les doigts pour pas qu'on prenne leurs empreintes. Ou alors ils détruisent leur passeport pour pas qu'on les renvoie dans leur pays d'origine. Parce que s'ils n'ont pas de passeport, au moins on sait pas d'où ils viennent. C'est fascinant, toutes ces histoires, moi. C'est fascinant. Et Alexis Michalik, contrairement à ce que l'on pourrait penser, en tout cas pour la mémoire commune, il me semble, il y a un chiffre donné dans ce spectacle qui est assez ahurissant. La France intègre seulement 10% des migrants, il me semble, d'immigrés, à la différence d'autres pays européens. Qui en intègre 13%. Exactement. L'OCDE, c'est-à-dire les États-Unis et l'Europe, donc en gros les pays riches, ont une moyenne d'accueil de 13% d'immigration. Au Canada, en Australie, c'est même 20%. Donc c'est cette scène au cœur du spectacle où effectivement Lucas, le gendarme, va présenter sa nouvelle petite amie Jeanne, qui est journaliste et qui est assez politisée et qui va se retrouver face au père de Lucas, Michel, plutôt réactionnaire, et aux idées un peu justement préconçues et ces idées qu'on entend généralement, des idées reçues sur l'immigration. Et les deux vont rentrer dans une discussion de plus en plus animée où elle va démonter patiemment et chiffre à l'appui ses arguments à lui. Et entre autres, il y a ça, il y a cette idée de la misère du monde, cette phrase sur la misère du monde qu'on entend à chaque fois ressortie, où elle lui dit mais c'est pas le cas en fait. La plupart des migrants, la plupart des pays les plus pauvres, ils envoient leurs travailleurs les plus qualifiés déjà, donc c'est pas la misère du monde. Et puis surtout, on pourrait en accueillir plus. La France accueille 10% d'immigrés, alors que ça pourrait être plus que ça, et surtout les conditions d'accueil pourraient être meilleures. Sur la forme, Alexis Michalik, le décor change constamment, en même temps que les acteurs qui sont généralement dans deux rôles approximativement. Il y a de nombreux personnages sur scène dans plusieurs rôles, notamment Haroun, un Indien tamoul joué par Kevin Razi, Ali, un Syrien prof de français que l'on verra dans un autre rôle aussi, voire deux, Lucas Lefebvre, un gendarme, Jeanne, la fameuse journaliste dont vous parlez, beaucoup d'acteurs. Je ne vais pas donner tous les noms, mais en tout cas, je vous félicite parce qu'ils sont excellents sur scène. Ils le sont, c'est vrai. Alors, je suis venue ce dimanche et vous avez reçu une standing ovation. C'était très beau à voir, mais un instant, je me permets de me faire l'avocat du diable, si vous me le permettez, parce qu'en sortant, j'ai entendu une personne parler et j'ai retenu cette phrase dite dans le spectacle qui est « Rien n'est bon ou mauvais, tout dépend du point de vue ». On va essayer de faire ça une petite seconde. J'ai entendu quelqu'un dire « C'est bien, mais c'est un spectacle bisounours où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, alors qu'on sait qu'en fait c'est beaucoup plus compliqué que ça. » Bien sûr, de toute façon, c'est des conditions extrêmement difficiles. Mais moi, ce que je veux faire, c'est que déjà, d'une part, je voulais arriver à mettre un accent positif sur la notion d'immigration. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on entend parler d'immigration aujourd'hui, et évidemment par les franges les plus à droite et les plus réactionnaires, c'est forcément associé à quelque chose de péjoratif. Moi, je voulais faire un spectacle où c'était nos héros, que nos héros de l'histoire allaient être des réfugiés, des migrants, des fils d'immigrés, et que ce soit pas des personnalités problématiques, en fait. Que ce soit des personnalités solaires, rayonnantes, lumineuses, humaines, comme on en a dans la vie, en fait, comme j'en connais, comme tout le monde en connaît. Et je voulais qu'on en sorte en se disant, ok, d'accord, en fait, ce que j'entends tous les jours sur des médias bien à droite, en fait, c'est pas forcément la réalité. Et c'était apporter un contrepoint de fiction, bien sûr, puisque faut rappeler que c'est une œuvre romanesque, hein, c'est pas un documentaire non plus. Et donc voilà, donc évidemment que c'est positif, évidemment qu'il y a de l'humour, évidemment que je voulais pas qu'on en sorte plombé, parce que la réalité, c'est que si on suit le quotidien d'un réfugié qui meurt en Méditerranée, il y a rien de plus triste. Mais c'était pas ça. Moi, j'aime bien faire des œuvres dont on sort avec un peu d'espoir ou avec une envie d'améliorer la société. On en reparle dans un instant, justement. Restez avec nous, on continue cette émission avec Alexis Michalik. On poursuit également avec nos chroniqueurs qui nous rejoignent pour découvrir les goûts culturels de notre invité. Mais tout de suite, c'est le rappel des titres sur Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Passé d'une minute sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le rappel des titres avec Ethanine Belaïch.
Bonjour Cyrielle, bonjour à tous. Les forces israéliennes ont éliminé 3 terroristes à l'hôpital d'Ibn Sina à Jenin, en Judée-Samarie. Selon le Shin Bet, la police et l'armée, ces 3 individus étaient des membres du Hamas. Ils se cachaient dans l'établissement médical et planifiaient un attentat inspiré des massacres du 7 octobre. Le Hamas confirme avoir reçu une proposition d'accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza, 2 jours après les pourparlers de Paris. Si le mouvement islamiste est en train de l'examiner, il a exprimé sa volonté de négocier un cessez-le-feu complet avec Israël, volonté également partagée par le djihad islamique palestinien. Les employés et les clients d'un supermarché kasher du quartier de Golders Green à Londres, où vivent de nombreux juifs, ont repoussé un homme qui brandissait un couteau. Il menaçait le gérant du commerce en lui demandant s'il soutenait Israël ou la Palestine. Ça s'est donc passé hier en Angleterre. Alors que la crise agricole se poursuit en France, la Commission européenne a annoncé qu'elle envisageait une nouvelle dérogation aux règles sur les jachères prévues par la politique agricole commune, règles dénoncées avec force dans les manifestations d'agriculteurs à travers l'Europe. L'exécutif européen examinera après-demain cette proposition. Enfin, le Premier ministre Gabriel Attal prononce son discours de politique générale devant l'Assemblée nationale. En ce moment, pour lui, la France, ce sont les mères célibataires qui ne lâchent rien et les agriculteurs qui se battent pour nous nourrir. Mais avant de tracer sa feuille de route, Gabriel Attal est revenu sur les crises et les difficultés qui ont secoué ces dernières années la France, l'Europe et même le monde, notamment le coronavirus, le dérèglement climatique ou encore la guerre en Ukraine. Radio J. Et merci beaucoup Etani Belaïch. On vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une courte pause et on poursuit notre émission avec Alexis Michalik et mes chroniqueurs sur Radio J. Radio J. Bonjour. Le 6-9, Ilana Ferradian. Retrouvez-moi tous les matins avec mes chroniqueurs et mes invités. De 6h à 9h, au menu, politique en Israël, politique en France, mais aussi culture, société, santé, judaïsme, histoire. C'est tous les matins, de 6h à 9h sur Radio J. Quelle perspective géopolitique pour le Proche-Orient ? C'est le thème de la table ronde organisée par la communauté juive de Créteil le mardi 30 janvier à 19h30 avec Frédéric Ancel, Georges Fenech et Alexis Lacroix. Quelle perspective géopolitique pour le Proche-Orient ? Mardi 30 janvier à 19h30 à la maison communautaire, 11 rue du 8 mai 1945, salle Henri Gozlan. Assib Créteil, 01 43 77 01 70. Søren Kierkegaard et le sacrifice d'Isaac. Une conférence du professeur Maurice Ruben Rayoun à la mairie du 16e arrondissement, salle de mariage, le jeudi 1er février à 19h. Søren Kierkegaard et le sacrifice d'Isaac. Entrée libre. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J. Merci beaucoup d'être en notre compagnie. Si vous venez de nous rejoindre, merci d'être avec nous. Et si vous êtes avec nous depuis le début, merci pour votre fidélité. Avec notre invité aujourd'hui, Alexis Michalik, pour votre dernière pièce, Passeport, actuellement au Théâtre de la Renaissance. Et j'ai envie de dire que c'est un hasard du calendrier ou pas, mais en tout cas, la loi sur l'immigration est sur la table en ce moment. Qu'est-ce que vous en pensez, Alexis Michalik ? Je pense de la loi sur l'immigration. Je pense que si vous venez voir mon spectacle, vous vous douterez que je suis pas très fan. Pour moi, c'est un recul total des droits des étrangers, des immigrés. C'est une loi réactionnaire. Les amendements, heureusement, qui ont été rétoqués de la part du Conseil des sages, on était vraiment dans un profond recul, quoi. Enfin, moi, ça me déprime, mais bon, écoutez. Que disent vos acteurs ? La même chose. Déjà, mes acteurs, ils sont tous issus de l'immigration. Ça a été une très joyeuse troupe. Vraiment, ça a été un bonheur, cette création. C'est une troupe multiculturelle, chacun avec leurs origines, leurs spécificités culturelles. Je veux dire, il y a Isman et Faisal qui sont d'origine algérienne, marocaine. Il y a Jean-Louis qui est martiniquais. Il y a Chris. Chacun a amené ses propres origines, et en même temps on est tous français, et donc c'est très joyeux, quoi. Et je pense que tout le monde est vraiment heureux de participer à cette création. Déjà, c'est assez rare sur une scène de théâtre privé de voir une troupe aussi
aussi mélangé, parce que c'est le cas, ça a été le cas dans le théâtre public. Hein. Moi, j'allais voir les pièces de Peter Brook et d'Ariane Mnouchkine, et c'était souvent des acteurs qui venaient de partout. Mais dans le théâtre privé, c'est plus rare. Et puis même le message qui est véhiculé par la pièce, qui est quand même un message humaniste, un message d'accueil, de tolérance. Enfin, c'est quelque chose qui est joyeux. Puis moi, je me rends compte aujourd'hui que c'est rare d'en parler, que ces minorités sont pas souvent mises à l'honneur au théâtre. Ne serait-ce que ce matin, je prenais le taxi pour aller faire une autre radio, et le chauffeur se retourne vers moi, il me dit je vous ai entendu hier à la radio, merci. Et je dis vous venez d'où? Il me dit je viens de Guinée, et ça me parle, alors que je parle pas forcément des Guinéens, mais il y a quelque chose de commun, quoi. C'est les personnes déplacées qui tout d'un coup trouvent une résonance dans cette histoire. Donc j'espère que ça va toucher un plus large public. Est-ce que vous avez eu un retour du public, justement, une réaction éventuelle, peut-être une réaction unanime? Oui, pour l'instant ça se passe très bien, les premières représentations, on est très contents, mais moi j'avais surtout peur du regard déjà des réfugiés qui viendraient voir la pièce, et puis même de manière plus globale, des personnes racisées qui viendraient voir la pièce, parce que moi, en tant que blanc, est-ce que j'ai le droit d'attaquer ce sujet? Est-ce que je suis au bon endroit, surtout? Est-ce que c'est suffisamment juste? J'avais quand même déjà un retour des acteurs, mais c'est des acteurs, ils veulent aussi travailler, donc ils sont pas complètement objectifs. Mais même si eux me donnaient pas mal de retours aussi sur le texte pour le faire évoluer pendant les répétitions, mais c'est vrai que depuis le début, ça c'était un énorme soulagement. On a eu des représentations avec beaucoup de réfugiés, et c'était hyper touchant de les voir déjà bouleversés, de voir qu'on parle d'eux, de leur parcours, et de dire c'est exactement ce qu'on a vécu et ce qui nous est arrivé, et nos problématiques, et qu'on parlait tout à l'heure des sigles GUDA, SPADA, etc. Dès qu'ils entendaient parler de ces sigles, on les entendait réagir dans la salle, rire, parce que ça a été leur quotidien pendant plusieurs mois. Il faut savoir que c'est minimum 1 an pour arriver à obtenir le statut l'asile politique en France. C'est très très dur, quoi. Donc de ce point de vue-là, je suis vraiment très heureux. Et après, pour ce qui est du reste du public, je pense que globalement, il y aura des gens qui seront plus ou moins touchés, mais c'est assez révélateur de son positionnement politique. De son positionnement politique, exactement. Vous avez dit, chaque période connaît son lot de violence, d'horreur, de barbarie, mais aussi de lumière, de joie et de progrès. En tant qu'artiste, tout ce que je peux faire, c'est tenter de faire oublier pendant 2 heures le monde du dehors. Aujourd'hui, c'est l'inverse, Alexis Michel. Non, c'est pas vrai, c'est pas l'inverse. Parce que justement, vous l'avez dit tout à l'heure, quand vous faisiez l'avocat du diable et que vous disiez, le détracteur disait c'est un monde de bisounours. C'est pas vrai, c'est que j'amène aussi quelque chose de positif. Parce que quand on voit ces acteurs et ces personnages, ils débordent de lumière. Il y a quelque chose, parce que je crois vraiment que la clé, quand on compose une pièce ou un film ou une histoire, c'est l'empathie. Si on a de l'empathie sur les héros, sur les gens qu'on voit, alors on commence déjà à se mettre dans leur pompe, et on commence déjà à réfléchir à leurs problématiques, et à penser à leur place, et à se dire d'accord, je vois ce qu'ils traversent. Et à partir du moment où on commence à voir ce qui traverse, forcément, on est moins dans le jugement, on est moins dans la peur de l'étranger, dans la peur de l'autre, dans la xénophobie, dans le racisme. Et on commence à faire un chemin vers la tolérance et vers l'inclusion. Et c'est ce que je fais avec ces personnages. J'amène de l'empathie sur eux, et c'est déjà beaucoup. Et si au sortir de cette pièce, évidemment que je prétends pas changer le monde, mais au sortir de cette pièce, si ça ouvre une discussion entre une famille qui serait venue avec plusieurs générations et qui en sort et qui dit genre on parle de ce qu'on vient de voir, on parle de ce sujet-là, ou est-ce que juste ça amène une graine qui pousse et qui se développe, où tout à coup on s'est mis dans la peau de ces personnes qui parfois ne sont qu'une statistique sur une dépêche de... Mais la discussion, en tout cas, elle est indéniable quand on sort de votre spectacle. En effet, l'empathie est totalement évidente. Après, je ne veux pas et je me refuse de dévoiler l'intrigue. S'il vous plaît. Ce qui fait que du coup, j'aurai un petit bémol à vous dire du fait de dire bon, je suis pas tout à fait d'accord là-dedans, mais je pense que justement, c'est très important de venir se faire son avis en venant voir votre pièce Passeport, qui se joue donc au Théâtre de la Renaissance. C'est du mardi au samedi à 21h. Le dimanche à 17h. Samedi à 16h30 aussi. En plus. Voilà. Et le dimanche à 17h, venez vous faire votre avis sur cette très très belle pièce, en tout cas Passeport. On revient dans un instant, ou plutôt dès maintenant, parce que dans cette partie d'émission, on va découvrir toute la culture à présent que vous aimez ou qui pourrait vous plaire, et j'ai envie de dire même qui vous ressemble. Et mes acclamations, mon enthousiasme, viva notre bienfaiteur. Olé, olé, olé.
va tout droit avec Hélène Kuttner. Bonjour Hélène. Bonjour Cyrielle, bonjour Alexis Michalik, bonjour Alban et bonjour à toutes et à tous. Alors Alexis Michalik, je suis désolée, je vais encore parler théâtre, je vais encore parler cuisine, mais bon, on va peut-être faire un petit tour d'horizon de vos créations au théâtre, parce que le théâtre, on parle de voyage, mais c'est votre maison, votre vie, vos voyages, votre voyage, et vous n'avez, alors je vais faire un jeu de mots un petit peu lourd, vous n'avez pas besoin de passeport, le titre de votre dernière création, pour passer la porte des producteurs. J'avais mis un producteur, mais je me rends compte que c'est voilà. Alban, ne ris pas trop. Ne sois pas triste, Alban, ça va aller. C'est en découvrant donc au début le metteur en scène britannique Declan Donnellan, le français Jean-François Sivadier, avec le mariage de Figaro, mais surtout le théâtre de Peter Brook, les histoires de Wajdi Mouawad, que vous découvrez finalement ce qui vous plaît tant, puisque c'est quand le théâtre ressemble à la vie au cinéma que le tempo s'accélère, comme dans la vie, et très vite vous allez vous-même, comédien, vous autoriser à écrire. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que avant de créer votre première pièce qui s'appelait Le Porteur d'Histoire, comme vous l'avez dit Cyrielle, en 2012, une pièce qui tourne encore aujourd'hui, faut bien le dire, donc de 14 ans à 14 ans, depuis 14 ans, vous jouiez dans des classiques, et ces classiques déjà vous les adaptez, parce qu'en 2005, quand vous quittez le conservatoire, vous montez La Folle Journée en adaptant librement Le Mariage de Figaro de Beaumarchais. Vous étiez le comte Almaviva au Théâtre des Corsins, au Festival d'Offres d'Avignon. Et d'ailleurs, vous appellerez votre compagnie Los Figaros du nom du génial valet de Beaumarchais. Et donc Alexis Michalik s'attelle donc très jeune à l'écriture, comme si jouer un personnage ne suffisait plus. Exactement, c'est comme si l'écriture c'était comme une fièvre et que ça suffisait pas de jouer, il fallait écrire, il fallait diriger aussi. Et ce sera donc en 2006 la Mégère à peu près apprivoisée, donc adaptation musicale enfiévrée de Shakespeare, La Mégère apprivoisée, créée aussi au Festival d'Avignon, dès que vous en revenez, puis R&J, je sais pas comment on dit, R&J, une adaptation de Roméo et Juliette, toujours Shakespeare, un bon inspirateur, pour trois comédiens, pour trois comédiens qui sera repris, vous jouiez d'ailleurs en 2008 au studio des Champs-Élysées. Alors quelques temps après ces adaptations de Shakespeare, ce sera à l'invitation de Benjamin Belcourt, qui était co-directeur à l'époque du Ciné 13 Théâtre, que vous créez votre premier vrai bébé, puisque vous l'écrivez, vous le mettez en scène, qui s'appelait Le Porteur d'Histoire. D'abord dans une forme courte à Avignon, puis à Paris, au Théâtre 13, dans sa forme actuelle, et là, c'est un succès total. C'est-à-dire que la salle ne désemplit pas, les spectateurs se donnent le mot et vont tous venir voir et écouter Le Porteur d'Histoire. Que vous décririez comment, Hélène Kuttner, comment un tel succès ? Comment a-t-elle le succès ? Mais c'est vrai que c'était un jeune homme inconnu du grand public, inconnu des journalistes, et tout d'un coup, du Figaro à Télérama, en passant par Libération, Le Canard enchaîné, vous prenez en main le public, vous nous conduisez petit à petit dans des histoires incroyables qui s'imbriquent les unes aux autres. Par exemple, Le Porteur d'Histoire, Cyrielle, c'est l'histoire. Donc c'est par une nuit pluvieuse, on est au fin fond des Ardennes, dans un lieu pas du tout triste, il fait froid, il pleut. Et donc, tout d'un coup, il y a un porteur d'histoire qui va partir en Algérie, au Canada, sur les traces d'un énigmatique trésor littéraire qui traverse les pays et les époques. C'est toujours comme ça chez Alexis, on traverse les pays, les époques, on voyage. Le spectacle, il faut dire, est mené tambour battant, déjà par une brochette de jeunes comédiens qui changent de personnage à la vitesse de l'éclair. Les histoires s'emboîtent comme des poupées russes. Du lointain passé jusqu'au présent, il y a des rebondissements, des imprévus. Tout est fluide grâce au pouvoir de l'imaginaire et des mots. Et d'ailleurs, 2 ans après, en 2014, vous montez votre deuxième pièce, grand succès aussi, qui s'appelle Le Cercle des Illusionnistes, qui est inspiré de 2 grands magiciens, Robert Houdin, le père de la magie, et Georges Méliès, l'un des tout premiers réalisateurs de films de cinéma. Et Méliès fera même, et on ne le sait pas assez, un film sur l'affaire Dreyfus. Et là, ce serait peut-être un bon sujet de pièce. Une série de films. Oui.
Alexis Michalik obtiendra cette même année 2 Molières, celui du meilleur auteur et celui du meilleur metteur en scène, Hélène. Tout à fait, c'est franchement exceptionnel parce que vous vous doutez bien que d'accorder 2 Molières pour 2 créations d'un même auteur, d'un même metteur en scène, c'est extrêmement rare, ça s'est jamais vu. La comédienne Jeanne Arène sera aussi récompensée et le Cercle des illusionnistes nous fait palpiter. Alors en gros, l'histoire c'est qu'en 1984, alors que se déroule le championnat d'Europe des nations, il y a un jeune homme qui dérobe un sac dans le métro parisien. Et dans ce sac, il y a une photo, une jeune fille qu'il contacte. Il contacte la jeune fille, il va lui raconter l'histoire de Jean-Eugène Robert Houdin, qui était horloger, inventeur, magicien du 19e siècle, qui s'est aussi retrouvé dans un autre film, on le dira après. Cette histoire les mènera sous le coffre-fort de la BNP, boulevard des Italiens, dans le théâtre disparu de Robert Houdin, dans le Cercle des illusionnistes et de bien d'autres personnages. 2 ans après, il y a un 3e gros succès, alors jamais 203, qui couronne les 2 précédents. Et là, on est chez Edmond, c'est-à-dire Edmond, une pièce qui raconte la création de Cyrano de Bergerac par Edmond Rostand. Là, il y a 12 comédiens sur le plateau, c'est une véritable épopée du 19e siècle. Edmond Rostand, il n'a rien écrit depuis 2 ans et il propose tout d'un coup au célèbre comédien Constant Coquelin une pièce qui n'est pas encore écrite. Et c'est toute la pièce. Le jeune auteur, il a 2 enfants, il a une femme qui est jalouse, il va se mettre à écrire à toute allure. Personne n'y croyait. D'ailleurs, personne ne croyait à la pièce Edmond qui a été refusée par tous les théâtres. Vous vous souvenez, c'est le Palais Royal qui a fait un bingo avec cette pièce. Et tout d'un coup, il monte Cyrano de Bergerac en créant un double chevaleresque de lui-même. On connaît la suite. 5 Molières. Le spectacle revient 8 saisons au théâtre du Palais Royal, alors qu'il avait été refusé. Un succès qui a dépassé, mais je ne connais pas les chiffres, celui de La Cage aux Folles de Jean Poiret qui avait tenu dans ce même théâtre 2000 représentations. Je pense qu'Alexis Michalik a les chiffres. Je connais les chiffres, on l'a pas encore dépassé. Il reste encore 2 ou 300 représentations pour les dépasser. Ça va pas tarder, c'est certain. En effet, il n'est pas difficile à partir de ce gros succès de faire mieux ou de ne pas décevoir. C'est vrai que quand c'est quand même pour les romanciers, les metteurs en scène, quand on fait des succès, après on se dit mais qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien voilà, donc vous reprenez à quelque chose qui est plus intimiste, on en a parlé tout à l'heure, ça sera Intramuros, donc là c'est dans une prison créée en 2017, c'est un huis clos qui raconte un huis clos dans une prison, mais là aussi c'est pas pathétique, c'est en même temps drôle, humoristique, c'est émouvant, c'est l'histoire d'un metteur en scène qui est venu avec une assistante sociale en prison pour proposer un atelier théâtre, personne n'en veut, tout le monde se moque de lui en se disant mais attendez, là franchement, et finalement il y a 2 détenus qui acceptent et se racontent, et là on a toute l'histoire. Après Intramuros, ce sera une histoire d'amour qui récolte, Cyrielle l'a dit, le Molière de la meilleure mise en scène. Alors un sujet très intimiste et très actuel aussi, l'histoire d'amour entre 2 femmes, entourées de 4 comédiennes, vous interprétiez le seul personnage masculin, avec simplement 4 chaises, l'énergie des interprètes, et cette histoire sur fond de maladie et de PMA nous avait bouleversés en nous faisant rire aussi. Et enfin, ce soir, c'était les producteurs dont vous avez parlé, Cyrielle, de Mel Brooks, trophée de la meilleure mise en scène de musique, dans les musicaux. Et aujourd'hui, Passeport, où vous revenez à l'intime, mais aussi vous ajoutez du politique. Et pour conclure, Hélène Kuttner, je dirais chapeau l'artiste, continue longtemps à nous faire voyager dans les salles de théâtre, à nous faire rire, à nous faire pleurer et à nous émouvoir. Cher Alexis Michalik. Merci beaucoup. Merci beaucoup Hélène Kuttner. J'ajoute qu'on peut lire tous vos articles sur le théâtre et pas que sur Artistique Réseau. Merci. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Allez, tout de suite, c'est la chronique Flashback avec Alban Bartoli. Bonjour Alban. Bonjour Cyrielle, bonjour Hélène, bonjour Alexis Michalik, bonjour chers auditeurs de Radio J. Comme chaque semaine, je vais vous parler de culture. Je me suis intéressé à la musique et au cinéma qui ont allumé quelque chose en vous. Alexis, d'ailleurs, je vous suggère de mettre votre casque puisqu'on va écouter un petit peu de musique si vous le voulez bien. Un blind test. Non, c'est presque ça, mais à mon avis, vous allez être le premier à trouver mes suggestions. Aujourd'hui, exceptionnellement, on fera l'impasse sur la littérature, car vous nous avez confié, Alexis, avoir tendance en ce moment à plutôt lire les actualités sur votre téléphone plutôt que des livres. Et les actualités n'étant pas des plus positives, on va essayer de rester sur une bonne vibe. Quelle bonne idée. Et en parlant de bonnes vibes, on va commencer en musique avec un auteur, compositeur, interprète qui nous vient tout droit d'Uruguay. Il s'agit de Jorge Drexler, ouf, j'ai réussi à le dire, et notamment de son titre Movimiento. On en écoute un extrait. No tenemos pertenencias, sino equipaje. Vamos con el polen en el viento.
Estamos vivos porque estamos en movimiento. C'est doux, hein, c'est beau. C'est très beau. Jorge Drexler, ouf, je l'ai encore dit une deuxième fois, est un chanteur de folk et de rock alternatif. Il a une oreille absolue. Ce qui est drôle, quand on sait que sa première profession, c'était médecin ORL. Coïncidence, je ne crois pas. Movimiento est la chanson avec laquelle le chanteur ouvre son album Salvadidas de Hielo. Et c'est une chanson qui met en lumière les mouvements migratoires à travers l'histoire. C'est une vision anthropologique de la migration. C'est une façon de comprendre un peu plus les choses qui se passent aujourd'hui à travers l'histoire de notre espèce. Depuis 1996, il a sorti une dizaine d'albums. En 2005, il devient le premier Uruguayen à obtenir un Oscar dans la catégorie meilleure chanson originale avec le titre Al otro lado del río, la musique du film Carnet de voyage. Et pour la petite anecdote que je trouvais assez rigolote, lors de la remise des Oscars, il n'a pas eu le droit d'interpréter sa chanson car les organisateurs ont considéré qu'il n'était pas assez connu du grand public. C'est donc l'acteur Antonio Banderas qui la chantera à sa place, accompagné par le célèbre guitariste Carlos Santana. C'est pas mal. Mais Jorge Drexler décide de se rebeller avec classe toutefois, car au moment de recevoir le prix, au lieu du discours de remerciement habituel, il décide d'interpréter sa chanson a cappella, obtenant ainsi une belle revanche personnelle. L'artiste se fait rare en France, mais si vous êtes amateur de cette musique latine raffinée, comme notre invité Alexis Michalik, sachez que le chanteur sera en concert dans l'Hexagone le 5 octobre prochain au Bataclan à Paris. Pour une date exceptionnelle, n'hésitez pas à prendre vos places, courez-y, car en plus d'écouter de la bonne musique, vous aurez peut-être l'occasion de pouvoir claquer la bise à Alexis Michalik, qui sera sans aucun doute au premier rang, et ça n'a pas de prix. C'est possible. Plus qu'à un artiste, c'est surtout à une chanson dont on va s'intéresser maintenant. Mais Alexis Michalik, tout d'abord, pourquoi vous aimez cet artiste ? J'imagine qu'il y a une résonance avec votre actualité. Particulièrement, c'était la chanson que j'écoute en ce moment parce que le sujet, parce que Movimiento, on me l'a envoyé il y a pas longtemps, on m'a dit tiens, écoute ça devrait te parler. Et effectivement, c'était pile poil dans le thème, quoi. Très bien. Alors, Cyrielle, maintenant je vais vous parler d'une chanson, The Time That They Are Changing, qui est à la base une chanson de Bob Dylan, mais je vous propose d'écouter la version de l'artiste Keb Mo, que vous nous avez confié particulièrement aimé, Alexis. On écoute. Wherever you roam, and admit that the waters around you have grown. On dirait John Legend ou c'est moi ? Oui, alors il y a une voix un petit peu plus salie que celle de John Legend, mais en tout cas on se rend compte que notre invité a quand même de jolis goûts musicaux, parce que ça nous parle. La chanson The Time They Are Changing est une chanson emblématique des années 60. Elle reflète le changement social et politique de l'époque. Les paroles évoquent un appel à l'adaptation face aux transformations rapides de la société, et elle souligne la nécessité de s'ajuster au nouveau temps. Bob Dylan y exprime un sentiment d'optimisme quant à la possibilité de changement positif, tout en avertissant que ceux qui ne s'adaptent pas pourraient être laissés de côté. La chanson, sortie en 63, a eu un tel succès qu'elle a été reprise énormément de fois, et pas par n'importe qui. Dans les reprises les plus notables, on note évidemment celle de Simon & Garfunkel, de Nina Simone, de Josephine Baker, de Phil Collins, ou encore plus étonnant, le chanteur Hugo Frey, qui en fera une version française. Ça s'appelle Les temps changent, et ça donne ça. C'est autre chose, Alban Bartoli. C'est moins sexy. Après la musique qui vous plaît, Alexis Michalik, c'est aux séries qui vous en fait vibrer que l'on va s'intéresser. Tout à fait. Et on va commencer avec la série documentaire, encore un truc imprononçable, Bienvenue à Wrexham. Voilà. C'est comme ça qu'on dit ? Absolument, et c'est d'ailleurs le générique de cette série, c'est la chanson Where the Times Are Changing. Ah bah j'avais même pas fait le lien. Oui. Ah bah voilà, comme quoi, les grands esprits se rencontrent. Cette série nous offre une plongée captivante dans le monde du football et de l'entrepreneuriat. Il s'agit de l'histoire fascinante de l'acquisition du club de football Wrexham AFC par les acteurs hollywoodiens Ryan Reynolds et Rob McElhenney. La série s'ouvre sur la décision audacieuse des deux acteurs d'investir dans un club de football de 5e division au Pays de Galles. Elle explore les motivations derrière ce choix inhabituel, mettant en lumière leur passion partagée pour le sport et leur désir de revitaliser un club avec une riche histoire, mais qui faisait face malheureusement à des
des défis financiers. Au fil des épisodes, les téléspectateurs sont immergés dans le processus complexe d'achat du club avec des moments d'incertitude et des négociations cruciales. La série révèle également des réactions variées des supporters, allant de l'enthousiasme à l'appréhension face à ce changement de propriétaire. L'un des aspects les plus intrigants de Bienvenue à Wrexham est la manière dont elle explore les différences culturelles entre Hollywood et le Pays de Galles. Les contrastes entre le glamour de l'industrie cinématographique et la réalité du football de 5e division créent des moments comiques et touchants. Les protagonistes eux-mêmes font preuve d'autodérision et d'humour, montrant une proximité avec les supporters tout en respectant la tradition du club. Bienvenue à Wrexham ne se contente pas de documenter l'évolution du club de football, mais explore également les thèmes universels de la passion, du risque et de la détermination. Rassurez-vous, si comme moi vous en avez rien à cirer du football, sachez que la série s'adresse quand même à un public varié, des amateurs de foot évidemment aux passionnés d'entrepreneuriat. Il s'agit là plutôt d'une série divertissante et éducative. La série compte déjà 2 saisons et elle est disponible notamment sur les plateformes Disney+ et MyCanal. Et pourquoi vous aimez cette série précisément, Alexis Michalik ? Je sais pas, je suis tombé dessus. Moi, je suis pas fan de foot non plus particulièrement, mais j'ai commencé à regarder. Je me suis fait happer par cette histoire. Moi, j'ai aussi des origines un peu lointaines galloises. Et puis ça m'a parlé, cette espèce de ville un peu en désuétude où le club de foot, ce qui était le seul endroit un peu bouillonnant de vie, est complètement laissé à l'abandon, où ils sont tombés au fond du classement. Et puis là, il y a Ryan Reynolds qui arrive avec Hollywood et qui vraiment a cette espèce d'œil de gamin de allez, on va relancer le club, on va faire les choses un peu, on va amener Hollywood au Pays de Galles. Alors que lui-même n'y connaît pas grand-chose en plus. Il connaît absolument rien, et d'ailleurs la série parle vraiment aux gens qui connaissent absolument rien au foot et au foot anglais, aux championnats anglais, etc. Puisque ça s'adresse principalement à des Américains, je crois. Mais j'ai trouvé ça passionnant, quoi. Il glamorise le club et on sent qu'ils ont vraiment envie d'aider les gens. La série focalise aussi sur tous les gens qui font un peu la ville, le tenancier du pub, le mec qui s'occupe du gazon, tous les assos derrière. Enfin, c'est assez passionnant. Et puis au fond, on sent que c'est la colonne vertébrale de la ville, c'est ce club de foot, quoi. Bon, et pour les femmes, ça donne envie de s'intéresser au foot quand on voit qu'il y a Ryan Reynolds à l'affiche. Pour finir, on va maintenant aller du côté de la fiction, cette fois-ci avec une autre série, Alban. Absolument, Cyrielle. Je vais vous parler de la série américaine The Bear, sortie en 2022. Il s'agit de la nouvelle série comique du moment qui raconte l'histoire de Carmy, un jeune chef du monde de la gastronomie qui est de retour à Chicago pour reprendre la direction de la sandwicherie familiale à la suite du suicide de son frère. Loin de son univers, Carmy doit faire face aux écrasantes responsabilités d'une petite entreprise, à un personnel récalcitrant et à des relations familiales tendues, tout en subissant les conséquences de la tragédie qui a touché sa famille. Le premier rôle est campé par l'excellent Jeremy Allen White, que j'ai découvert personnellement dans la série Shameless, que j'ai adoré, je sais pas si vous connaissez. Il a d'ailleurs sur les pubs Calvin Klein qui est un peu partout. Tout à fait. On voit très bien maintenant. C'est plus son créneau. Il a d'ailleurs reçu 2 années de suite le Golden Globe du meilleur acteur dans une série comique pour ce rôle de Carmy, justement. La série a été elle aussi multi-récompensée. En 2 ans, elle a déjà reçu près d'une 20aine de prix. Mais bon, ça ne va pas vous impressionner vu votre étagère de Molière. 2 saisons existent déjà. L'annonce est tombée. Bonne nouvelle, il y aura bien une saison 3 puisque les acteurs retourneront en tournage dès la fin du mois de février. Et en attendant, The Bear est à découvrir sur Disney+ et MyCanal également. Merci beaucoup Alban Bartoli pour nous avoir fait voyager dans les goûts culturels de notre invité. Vous restez encore avec nous sur Radio J. Dans un instant également, l'introspection, notre coup de cœur du jour et notre experte pour le portrait de notre invité. Mais tout de suite, une petite pause suivie du journal de l'info. Restez connectés sur Radio J. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Alexis Lacroix, directeur de la publication Actualité Juive Hebdo. Cette semaine, notre dossier, le prix élevé d'une guerre juste. Comment Israël et comment Tsahal se tiennent prêts à affronter le Hezbollah en cas de besoin. Et puis, un entretien croisé exceptionnel entre l'historien Claude Boschurberg et Serge Klarsfeld. Retrouvez chaque semaine Actualité Juive sur abonnement et en digital sur actualitéjuive.com. Actualité Juive, l'hebdomadaire incontournable de la communauté. Il est 16h, bonjour et bienvenue sur Radio J. Tout de suite, le journal de l'information avec Etanit Belaïch.
Bonjour Ethanit. Bonjour Cyrielle, bonjour à tous. Au 106e jour de guerre contre le Hamas, Tsahal a éliminé 3 terroristes cachés dans un hôpital à Jenin en Judée-Samarie. Mohamed Jalamna et les frères Mohamed et Bassel Al-Ghazaoui appartenaient tous les 3 aux brigades Esdin Al-Qassam, forces armées du Hamas. Pascal Sunshine revient sur l'arrestation de ces 3 terroristes par les forces de Tsahal. Ce matin à 5h30, très exactement, un commando antiterroriste de la police et du Shin Bet entre dans l'hôpital Ibn Sina à Jenin, déguisé en médecin, secouriste, infirmière, avec un faux malade en chaise roulante et des parents avec un siège auto bébé. Le commando monte au 3e étage du bâtiment où il trouve la cible, 3 terroristes qu'ils abattent avec des pistolets munis de silencieux. Avec leurs armes dégainées, le groupe ressort de l'hôpital comme il était venu. Le tout a pris exactement 10 minutes. Les 3 terroristes abattus appartenaient au bataillon de Jenin. Ils étaient en contact avec la direction du Hamas en exil et ils préparaient un attentat imminent sur le modèle du 7 octobre qui devait viser une base de Tsahal ou une implantation en Samarie. Notre correspondante en Israël, Pascal Sunshine, du côté de la bande de Gaza, l'armée israélienne aurait éliminé plus de 2000 terroristes dans le sud du territoire, notamment à Khan Younes, et ce depuis le début des opérations sur place, opérations qui ont débuté, on le rappelle, fin octobre. Le Hamas ne serait pas prêt à accepter un nouvel accord de cessez-le-feu. Le Qatar et les États-Unis étaient optimistes hier quant à la possibilité d'un cessez-le-feu entre l'État hébreu et le groupe terroriste. Le Hamas voudrait néanmoins un cessez-le-feu permanent dont Jérusalem refuse d'entendre parler. Le chef de l'organisation terroriste Ismaël Haniyeh a tout de même annoncé qu'il avait reçu une nouvelle proposition présentée après les pourparlers de Paris et qu'il l'étudierait. En France, le Premier ministre Gabriel Attal a prononcé sa déclaration de politique générale devant le Parlement. L'occasion pour lui de parler souveraineté française et européenne, de revenir sur les multiples crises qui frappent le pays, notamment la crise agricole, mais aussi de faire des annonces. Il a notamment confirmé la généralisation du conditionnement du RSA à 15 heures d'activité pour l'insertion à tous les départements de France d'ici un an. Il est également revenu sur la question du logement, objet d'inquiétude dans la majorité. Nous répondrons à cette crise du logement en créant un choc d'offres avec 5 solutions immédiates proposées. D'abord, nous allons simplifier massivement les normes, revoir les DPE, simplifier l'accès à MaPrimeRénov', faciliter la densification, lever les contraintes sur le zonage, accélérer les procédures. Ensuite, nous désignerons dans 2 semaines 20 territoires engagés pour le logement où nous accélérerons toutes les procédures comme nous avons su le faire pour les Jeux Olympiques et Paralympiques avec pour objectif d'y créer 30 000 nouveaux logements d'ici 3 ans. Gabriel Attal, le Premier ministre, cet après-midi à l'Assemblée nationale. Les agriculteurs maintiennent la pression en attendant de nouvelles annonces. Ils en sont à leur 2e jour de blocage stratégique autour de Paris, déterminés à montrer qu'ils peuvent tenir plusieurs jours si les nouvelles mesures dévoilées dans l'après-midi par le gouvernement déçoivent encore. La porte-parole du gouvernement, Prisca Thévenot, avait assuré hier que des annonces devaient avoir lieu ce mardi. Pour le président français Emmanuel Macron, ce serait de la facilité de mettre la responsabilité de la crise sur le dos de l'Europe. Il faut restaurer la vérité. Nous avons une politique européenne forte qui permet d'ailleurs et qui est un soutien très important aux revenus de nos agriculteurs. Nous avons beaucoup œuvré ces dernières années au niveau français et européen pour améliorer ce revenu. Simplement, des filières sont en difficulté et des inégalités se sont accrues au sein des filières. Et donc c'est ça qu'il faut travailler. Et quand on regarde les choses, les fruits et légumes, le maraîchage, la viticulture dans certaines régions, je pense en particulier l'Hérault, le Gard, l'élevage, la volaille ont connu des difficultés ces derniers mois. Mais je pense que ce serait de la facilité de tout mettre sur le dos de l'Europe. Emmanuel Macron, le président de la République, qui était en déplacement à Stockholm en Suède cet après-midi. Enfin, l'Assemblée nationale doit se prononcer aujourd'hui sur l'inscription dans la Constitution de l'interruption volontaire de grossesse. En cas d'adoption, le texte voulu par Emmanuel Macron sera envoyé au Sénat avant une convocation du Congrès à Versailles d'ici un mois. Signal positif pour l'exécutif, la formulation proposée par le gouvernement a déjà été validée par les députés il y a une semaine lors de l'examen du texte. La gauche devrait donc aujourd'hui largement soutenir la proposition lors du vote solennel, même si dans ses rangs, certains ont rappelé qu'ils auraient préféré la notion de droit à celle de liberté. Et merci beaucoup Etani Belaïch. On vous retrouve demain à partir de 14h en attendant une très courte pause. Et c'est la suite de notre émission avec mon invité Alexis Michalik sur Radio J. Radio J, le 6-9, Ilana fait radio.
l'émission. Tous les matins à 7h45 sur Radio J, Christophe Barbier. Je vous retrouve tous les matins dans le 6-9 d'Ilana Ferradian avec un invité politique chaque jour. C'est le Barbier du matin. C'est tous les jours à 7h45 sur Radio J. Veldiv, le seul en scène poignant d'Alice Taglioni au Théâtre Antoine à partir des archives du mémorial de la Shoah. La première fois que j'ai porté l'étoile jaune, j'ai porté la tête haute et j'ai si bien regardé les gens en face qu'ils détournaient les yeux. On entendait déjà des bruits très alarmants sur une arrestation massive des Juifs. Moi, j'avais 20 ans, j'étais gaie, en pleine santé. Enfin, la vie était belle. Veldiv, avec Alice Taglioni, mise en scène par Alex Lutz, en ce moment au Théâtre Antoine. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui avec notre invité Alexis Michalik pour sa dernière pièce Passeport, actuellement au Théâtre de la Renaissance. Et je vais poursuivre cette émission avec une citation d'Oscar Wilde, si vous le voulez bien, Alexis Michalik, qui a dit « Parfois nous pouvons passer des années sans vivre du tout et tout à coup, notre vie entière est concentrée dans un seul instant. » Essayons, si vous voulez bien, de faire ça maintenant. 10 questions. Alexis Michalik, si vous aviez la possibilité de reprendre votre vie depuis le début, vous changeriez quoi ? Pas grand-chose, ma foi. Je suis assez content du déroulé de l'ensemble. Voilà. Quel conseil donneriez-vous à un enfant pour réussir sa vie ? De faire ce qu'il a envie de faire, puis honnêtement, il n'y a pas besoin de beaucoup plus que ça, d'essayer de chercher déjà quelque chose qui va lui donner envie de se lever chaque matin, et puis ensuite de s'appliquer à y arriver. C'est ce qu'on vous a dit ? Moi, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que mes parents m'ont toujours laissé totalement libre de choisir quelle allait être ma vie et mon métier et tout ça. J'ai jamais eu de pression. Ce qui comptait pour eux, c'est que mon frère et moi, on soit heureux, quoi. Quel a été, ou quel est, le plus bel âge de votre vie et pourquoi ? C'est compliqué à dire, ça. Je pense qu'on se souvient toujours des débuts parce que c'est le moment où on se dit waouh, ça arrive, quoi. Mais ça s'est pas fait en une nuit, quoi. Donc ça a été sur plusieurs années cette arrivée. Mais c'est les meilleurs souvenirs, évidemment. C'est les souvenirs de galères, de doutes, d'incertitudes, de bandes de potes. Mais maintenant, c'est pas mal non plus. Y a-t-il eu une grande erreur dans ma vie ? Il y a eu plein d'erreurs, je pense, mais pas forcément une grande erreur, plutôt plein de petites. Est-ce qu'il y en a eu une seule que vous avez résolue ? Des erreurs ? Oui, bien sûr. Moi, je suis assez introspectif comme garçon. J'ai pas de problème à demander pardon et à admettre mes fautes, quoi. Alexis Michalik, est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez faire, mais que vous ne faites pas ? Non, en réalité pas trop. Enfin, j'aimerais bien aller au Japon, mais je pense que je vais y aller un moment, quoi. C'est plutôt une question de timing, quoi. Quelle est la chose que vous avez faite cette année et dont vous allez vous souvenir toute votre vie ? Cette année, on va dire 2023. 2023, on va être gentil. C'est un peu plus large. J'ai présenté les Molières, ça c'était quand même un peu nouveau, quoi. Et c'était chouette, c'était vachement bien. Je pense que je m'en souviendrai toute ma vie. C'est un peu un rêve de gosse de faire une cérémonie comme ça. Moi, je regardais les Oscars et tout à la télé, donc j'avais cette idée de ce serait quand même incroyable de commencer en chanson, ce qui a été le cas. Si je vous parle d'amour, Alexis Michalik, cela résonne comme quelque chose de souffrant ou de vivant ? Non, souffrant, ça c'était dans ma pièce, une histoire d'amour, mais maintenant ça va, l'amour est plutôt joyeux. Si vous pouviez changer une chose sur votre corps ou sur votre personnalité, ce serait quoi ? Sur ma personnalité, j'aimerais bien être un petit peu moins accro au téléphone, ça ce serait pas mal, hein. J'aimerais bien pouvoir le laisser de côté et avoir la capacité de vraiment de couper sans souci, mais malheureusement cette addiction on s'en débarrasse pas facilement. Peut-être l'occasion de raccorder avec votre pièce. Si vous étiez président de la République, quelle serait votre première mesure ? Ah là là, quelle serait ma première mesure ? Je ne sais pas exactement ce que serait ma première mesure, mais ce serait sûrement une mesure sociale.
Ce serait une mesure qui viserait à réduire les inégalités sociales, je pense. Dans ce pays, je pense que c'est la source des tensions et de la grogne. Hein. C'est la base de toute manifestation. C'est toujours l'inégalité sociale, en fait. C'est les écarts de richesse. Et donc, je pense que ça serait la problématique principale. Pour terminer ce questionnaire, Alexis Michalik, qu'aimeriez-vous que les gens retiennent de vous ? Mes spectacles, j'imagine, ce serait pas mal déjà. Merci beaucoup d'avoir répondu à ce questionnaire. Tout de suite, c'est le coup de cœur sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Après son album La vie est belle, on va découvrir Il y a la mer, le nouveau titre de Lucie Valentine. On découvre et on rejoint notre invité sur Radio J. Je soupire et que tout s'accélère. Il y a la mer quand pour un rien je suis en colère. Il y a la mer quand la vie est un mystère, avec ses vagues, ses coups dans le dos, quand je me noie dans mon écho. Est-ce que toi tu vis aussi en apnée? Est-ce que toi le titre Il y a la mer. Bonjour Lucie Valentine. Bonjour Cyrielle. Merci beaucoup d'être mon invitée coup de cœur aujourd'hui. Vous êtes auteure, compositrice, interprète belge. Vous venez de sortir ce single Il y a la mer, premier de votre EP prévu pour cette année. Qu'est-ce qu'il veut dire pour vous, ce titre-là ? Ce titre, il vient de loin. C'est vraiment le titre de l'introspection. Et je pense que c'était important pour moi de faire un hommage à cette mère nature, mais la mère vraiment qui est mon alliée, qui est ma meilleure amie, quelles que soient un peu les circonstances. J'en ai vraiment besoin, c'est ma source d'inspiration, c'est le reflet de toutes les émotions par lesquelles je peux passer, donc ça signifie tout pour moi. C'est une balade mélancolique que vous avez accompagnée d'un clip tourné à la Côte d'Opale. Je crois savoir que j'ai envie que vous nous parliez de ce clip-là parce que je l'ai regardé et il y a quelque chose comme ça d'assez profond. Oui, alors c'est un clip tourné en noir et blanc, une sorte de court-métrage réalisé par James Barbosa. Et j'ai voulu mettre en scène mon père, qui est pour moi depuis toujours un acteur né, même si dans la vie c'est pas du tout la vocation qu'il a suivie. Je me suis dit que si personne lui donnait son premier rôle, ça allait être moi qui allais le faire. Et donc je suis très heureuse parce que c'est une belle collaboration d'avoir vu mon père, pour qui cette chanson est dédiée aussi, puisque c'est lui qui m'a transmis, je pense, sa mélancolie, son goût pour la mer, la France, les voyages, le cinéma des années 50, toutes ces influences qui se retrouvent finalement dans ce clip. Le titre a retenu une attention particulière. Il a été sélectionné.
je crois, un festival. Le Festival de la mer à Bruxelles, Into the Blue, et donc une première synchro, comme on dit dans le jargon, et très très content d'avoir pu présenter ce clip sur un grand écran en Belgique, à Bruxelles, en avant-première de sa sortie. On va écouter un autre titre dans un instant, un des premiers, mais vous allez surtout chanter avec nous l'un sur l'autre, un autre titre qui fera partie du prochain album qui s'appelle L'un sur l'autre. Mais tout d'abord, dire que vos œuvres, en règle générale, il y a un fil rouge, un point commun. Ça part de toute façon d'un récit de vie. Je peux pas faire autre chose que raconter ce par quoi je passe, mon vécu. Je connais pas grand chose d'autre en fait que ce qui me traverse. L'un sur l'autre, c'est quand vous voulez, on va le faire en direct. Oui, c'est ça, hein, Lucie Valentine, en direct sur Radio J. Est-ce qu'on est malheureux tous les deux? Y a plus l'envie de se regarder dans les yeux. Je t'aime mais pas qu'un peu, mais je crois qu'avec toi j'ai pris un coup de vieux. On s'est empressés sous le même toit, alors que même toi tu voulais pas de ça. On s'est dit qu'on serait plus tranquille si on changeait de ville. Mais dis-moi quand tout a basculé, mon amour, pourquoi on n'est plus si beau sur les photos comme au premier jour. On est trop l'un sur l'autre, mais je te rejette pas la faute. Je veux pas qu'on se blesse comme les autres, on se perd à tour de rôle. On est trop l'un sur l'autre, mais cette histoire côte à côte, moi je l'aime avec ses fautes. Je crois qu'on est fait l'un pour l'autre. On a voyagé au bord de l'Atlantique, sur une route idyllique, dans un vieux van aménagé. Pourtant on s'engueule, tu m'évites et moi je me sens seule. Où est passé le duo parfait qu'on s'imaginait? Le duo parfait. On est trop l'un sur l'autre, mais je te rejette pas la faute. Je veux pas qu'on se blesse comme les autres, on se perd à tour de rôle. On est trop l'un sur l'autre, mais cette histoire côte à côte, moi je l'aime avec ses fautes. Je crois qu'on est fait l'un pour l'autre. Si on prenait un nouveau départ, avant que les mots ne nous séparent, laissons-nous de l'espace pour s'aimer autrement. Je veux que tes bras me manquent dans le miroir et me plaire dans tes yeux comme avant. Bravo Lucie Valentine, en direct, totalement en direct sur l'antenne de Radio J. Vraiment bravo, c'est un coup de cœur, voilà, nouveau coup de cœur qu'on pourra retrouver sur votre première EP. Est-ce que vous avez le nom de cette EP ou ça reste encore secret? Alors, c'est pas encore un secret, c'est que il n'est pas encore arrivé dans ma tête. Ça va pas tarder. C'est en tout cours. cas, l'un sur l'autre, ça peut être une jolie piste. Il y a 4 ans, vous aviez sorti un album qui s'intitule La vie est belle, un premier album dont était extrait le single Veuve Clicquot. Oui, c'est bien ça. Un bel accueil qui vous a permis de faire les francopholies de Spa. La première partie de Diane Tell, je suis tellement pas étonnée, de Diane Tell à Beaux-Arts ou encore au Festival de la Femme Artiste au Bénin et qui vous a permis d'être diffusé en radio. Aujourd'hui, j'espère, en tout cas, je vous souhaite que vos 2 titres interprétés aujourd'hui aient le même succès et le même avenir. On vous retrouve très bientôt sur scène? Oui, alors en Belgique, le 8 février pour le festival de chansons françaises modernes et poétiques au Rideau Rouge. Et puis en Loire-Atlantique, puisque c'est moi qui organise mes tournées, donc je vise la mer absolument. Et donc ce sera notamment le 9 juillet à l'église romane Saint-Martin, première date. Et en attendant, je crois qu'on peut vous retrouver donc le 8 février à Jean Chante, le festival Jean Chante, le premier dont vous avez parlé en Belgique, et le 13 avril
Ah oui, il y a le 13 avril, effectivement. Le 13 avril, un concert, et vous serez membre du jury du tremplin vocalement en tant que lauréate au Mans. Merci beaucoup d'être venue nous voir, Lucie Valentine. C'était un bonheur. On va vous suivre sur les réseaux sociaux. Lucie Valentine Musique avec un C à la fin sur Instagram, sur Facebook. Vous avez un Linktree, donc Linktree Lucie Valentine, et sur YouTube c'est Lucie Valentine Musique également. C'était un grand plaisir de vous découvrir et de vous avoir en direct sur l'antenne de Radio J. Mais on va se dire à bientôt. Bah oui, merci Cyrielle pour l'invitation, merci Radio J. Avec grand plaisir. Et puis il est écrit dans votre communiqué de presse cette phrase: la croisée sur votre chemin, c'est rencontrer son magnétisme qui transforme, charme et guérit comme un bisou magique sur une blessure de l'âme. C'est très joli. Alors voilà, je vous le dédie aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été le coup de cœur de Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Le portrait psychologique. Et comme toujours à la fin de cette émission, Alexis Michalik, vous connaissez peut-être la règle, je ne sais pas, vous vous souvenez, il y a une chanson, c'est parti. Pourquoi pas. On va débriefer ces minutes que nous avons passées ensemble, et donc tout de suite c'est votre portrait vu par Nathalie Dodrieux. Bonjour Nathalie. Bonjour Cyrielle, bonjour Alexis Michalik. Bonjour Nathalie. Et bonjour aux auditeurs. Et oui, en effet, j'ai observé et écouté attentivement tout ce que vous avez bien voulu partager et montrer de vous ici. Et donc à partir de ça, je vais vous refléter ce qui, moi, m'a semblé se détacher progressivement de votre interview avec Cyrielle. Alors il y a tout d'abord une posture de votre corps très très à l'aise. On sent que vous avez une gestuelle de l'espace et ces mots et ces mains qui marchent ensemble. Voilà, il y a une habileté à occuper le studio qui est bien présente. En même temps, c'est votre travail aussi. Travailler avec le corps, l'aisance, la posture, la respiration, la voix tout à fait bien placée. Donc, il y a une forme de contrôle et de maîtrise qui s'est dégagée. Quoique, quand il y a des questions d'introspection qui demandent un petit peu plus d'intimité, il y a comme des petits gestes où on se gratte la barbe, on se gratte la tête, voilà, qui peuvent témoigner peut-être un petit peu de nervosité. Donc ça, c'est le corps qui parle bien. C'est un serial killer. C'est ça la conclusion. En tout cas, vous répondez avec justesse et implication. En même temps, au tout début de l'interview, il y a Cyrielle qui vous demande de vous présenter avec 3 mots. Et là, c'est comme si c'était trop tôt. Il y a une forme de pudeur que j'ai pu sentir. Il y avait besoin peut-être d'un pré-contact. Et vous faites une pirouette. Vous faites une pirouette, vous venez avec plutôt 3 types d'activités, mais non pas 3 adjectifs pour vous définir, parce que sinon 3 seulement, ce serait trop peu. Et oui, en même temps, vous êtes un véritable couteau suisse. Donc c'est vrai que c'est compliqué de tout résumer. Peut-être que c'est ça. Alors, vos activités, je les ai retrouvées dans votre... voilà, on se disait, mais où ça part ? Ben, je les ai retrouvées dans votre discours aujourd'hui. Oui. Donc, il y a effectivement votre enfance qui est décrite ici avec des parents présents, dans un quartier populaire, dans un village multiculturel avec une diversité très présente. Le mot populaire revient souvent, la diversité, le multiculturel. Évidemment, ça teinte tout de suite, l'environnement teinte tout de suite votre vision de la société, du monde, et surtout votre rôle dans cette société. Et ce qui est étonnant, c'est que votre maman vous conseille des cours de théâtre. Finalement, vous dites tous les rôles sont déjà distribués, j'arrive un peu en dernier et je me retrouve chef d'orchestre. Mais il y a quelque chose qui est un peu une continuité avec ce qui se passe aujourd'hui. Vous êtes également un chef d'orchestre. Eh oui. Comme si c'était une classe préparatoire. Alors à que ce moi, que je vous voulais faites juste être aujourd'hui. acteur. Hein. Mais bon, l'inconscient et la force de l'inconscient. Donc il y a... tout de suite, cette joie, ce plaisir, vous êtes en contact avec, mais c'est ça que je veux faire. Et ça, j'ai pu noter ça aussi comme fil conducteur, comme leitmotiv sur votre vie et vos projets. En tout cas, ce avec quoi vous venez ici. Alors, il y a quelque chose d'assez atypique dans cette création de troupe. Vous dites que c'est une aventure collective, sinon vous vous ennuyez. Il y a quelque chose qui tient vraiment du partage, de la reliance. Et c'est ce que vous faites aussi, même au travers de vos dernières pièces. Il y a une forme de besoin de connexion. Ça ne vaut la peine d'être vécu que s'il y a de l'entourage. Un entourage bienveillant, de qualité, avec beaucoup de fidélité. Vos amis sont de longue date et vous partagez avec eux. Il y a quelque chose d'assez amusant parce que c'est au fur et à mesure de la curiosité, de la vie, des rencontres, des livres, qui fait que vous êtes un petit voyageur en quête d'idées.
Et finalement, j'ai retrouvé cette notion de jeu de société. Ça m'a fait penser au jeu de loi, le petit parcours comme ça qui prend une case, remonte un peu plus loin, voilà, un peu comme cette idée d'écrire la pièce par la fin et de se dire comment je vais aller raconter le début. Voilà, j'étais avec cette idée de jeu de société, de jeu de loi qui remonte, qui revient. Le jeu de société, c'est le partage aussi. Hein, exactement, et ça se fait pas ensemble. tout seul. Voilà, donc j'ai retrouvé cette activité-là dans votre présentation. Et alors la planche à voile, aujourd'hui. où est-ce que vous avez retrouvé la planche à voile? Et bien justement, ces voyageurs qui naviguent au gré des rencontres. Et un coup de cœur aussi. Parce qu'on a parlé de la mer. C'est ça, exactement. On a parlé de la mer, la planche à voile, bien sûr, ça va avec, ça c'est sûr. Et j'ai envie de dire qu'on a parlé beaucoup de l'immigration, des migrants. Il y a la mer, il y a certainement le voyage. Il y a le voyage. Donc il y avait la connexion tout de suite avec ça, le fait de traverser les mers. Et effectivement, la résonance avec votre propre vie, ça n'est pas anodin de changer de terre. Et donc c'est un sujet, vous dites que votre inspiration ne vient pas de votre vie parce qu'il n'y a pas de drame à l'intérieur. Je pense qu'il y a un peu de terreau suffisant pour vous donner matière à créer. Et c'est ce que vous faites en vous donnant l'autorisation d'aller puiser avec ce qui est en vous. Et d'ailleurs, c'est cette phrase qui m'a beaucoup marquée, c'est « Je pars à la recherche de l'étranger qui sommeille en moi », qui est tirée d'une pièce de Passeport. Et donc, j'ai eu l'impression que, et c'est là le mot théâtre, par le biais de personnages, par le biais d'histoires, c'était peut-être une façon tout simplement d'aller à la rencontre de vous-même. Bien sûr, parce que même quand on n'écrit pas sur soi, on écrit quand même sur soi. Donc voilà, cette habileté à changer de peau, voilà le troisième mot théâtre qui, je pense, raconte beaucoup de choses de vous, tout en intimité et en même temps en audace. Oui, on a pu voir un Alexis Michalik qui se dévoile. Et il y avait une petite citation de Nietzsche qui, je trouve, allait bien avec votre personnalité d'aujourd'hui, ce que vous avez bien voulu nous laisser voir. C'est celle-ci: l'homme a besoin de ce qu'il a de pire en lui pour parvenir à ce qu'il a de meilleur. C'est beau. Voilà, Nietzsche. Merci beaucoup pour ce partage, Alexis Michalik. Moi, j'étais persuadé que vous allez conclure en disant donc vous êtes Sagittaire. Mais ça aurait pu. J'aurais pu. Ça aurait totalement pu. Merci beaucoup, Nathalie Dedrieux, notre thérapeute psychocorporelle que l'on retrouve tous les mardis sur l'antenne de Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. C'est la fin de cette émission avec vous, Alexis Michalik. Merci beaucoup d'être venu nous voir pour votre dernière pièce Passeport, actuellement au Théâtre de la Renaissance. Merci pour cet échange. Il faut venir du mardi au samedi à 21h, le samedi également à 16h30 et puis le dimanche à 17h. Merci beaucoup. Un mot de la fin qui vous revient. Fin. Rideau. Merci beaucoup, merci à l'artiste Lucie Valentine d'avoir été mon coup de cœur du jour sur l'antenne de Radio J, à la réalisation audio et vidéo aujourd'hui, Philippe Sinclair et Benjamin Arnaud. Notez que vous pouvez réécouter cette émission sur radioj.fr, YouTube et toutes les plateformes de streaming. Merci comme toujours à toutes et à tous de nous avoir suivis et rendez-vous demain dès 15h avec mon invité Nicole Calfon. À demain et bonne journée à tous sur Radio J.